Bonjour à toutes et tous et merci de vous être connectés à ce webinaire organisé à l'occasion des Semaines nationales de la santé sexuelle. Tout d'abord et rapidement, je vous rappelle les modalités du webinaire, à savoir que vos micros et caméras sont inactivés par défaut, donc vous ne pourrez pas prendre la parole, mais vous pouvez, et vous êtes encouragé d'ailleurs, à poser des questions sur l'onglet questions-réponses et on y répondra en dernière partie de webinaire. Quand vous quitterez le webinaire, vous aurez l'occasion de répondre à un très court questionnaire de satisfaction. Merci d'avance de vos retours et ça nous permettra de faire le maximum pour nous améliorer pour nos prochains événements. Et enfin, vous trouverez le webinaire en replay sur le site internet du RPO, site internet qui vient de se doter d'un espace professionnel et on vous encourage vivement à y créer votre compte qui vous servira à davantage suivre nos actualités. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, les semaines nationales de la santé sexuelle qui visent à informer et sensibiliser sur la santé sexuelle au travers d'actions de nombreux partenaires institutionnels et associatifs. Et donc, c'est l'occasion de mieux les connaître et de croiser nos regards et nos expertises sur les différents sujets traités. Parmi les quatre thématiques abordées cette année, on retrouve les grossesses non prévues et la contraception. Et donc l'IVG en particulier, chez les femmes mineures, nous semblait assez intéressant à aborder, d'autant que ce n'est pas une situation très rare. Ça représente plus de 600 situations par an en Occitanie, d'après le dernier rapport de l'adresse. Et le RPO a d'ailleurs constitué un groupe de travail régional qui a récemment élaboré un référentiel de prise en soin des femmes mineures. Et ce sera aussi l'occasion pendant ce webinaire de vous présenter certains points importants de ce document. Alors pour présenter ce webinaire, je remercie nos trois intervenantes que je vais présenter rapidement. Donc Madame Stéphanie Andressaigne, qui est sage-femme au conseil départemental du 31 et qui nous présentera les missions des centres de santé sexuelle. Madame Marie Saint-Cyr, qui est conseillère conjugale et familiale au conseil départemental de l'Hérault et qui nous présentera l'entretien psychosocial en pratique. Et enfin, Madame Laurence Lebars, infirmière de l'éducation nationale du rectorat de l'Académie de Toulouse, qui nous présentera les rôles et missions des infirmières de l'éducation nationale. Voilà, ce webinaire est organisé sous l'égide du pôle orthogénie du réseau de périnatalité Occitanie, dont je fais partie, ainsi que Dominique Foissin et Laurence Cochaillon. Je vais maintenant laisser la parole à Stéphanie pour l'émission des centres de santé sexuelle. Bonjour à tous et à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc, l'émission de centre de santé sexuelle, c'est un service qui dépend du département et qui est rattaché à ce qu'on appelle la direction adjointe enfance et famille, donc PMI. C'est une mission réglementaire qui a été liée à la loi de décentralisation et donnée à la compétence des départements en 1983. Et c'est pour ça que je me suis permis de rajouter la notion de régie directe par les départements. C'est un peu technique, mais il y a deux modalités. Une régie indirecte où les missions de centre de santé sexuelle sont confiées à l'hôpital et il y a un financement en fait qui est dédié pour ça et confié, ou sinon la gestion comme est la nôtre au conseil départemental du 31 depuis 2006, où c'est la collectivité territoriale qui porte la mission avec les politiques volontaristes qui sont mises en œuvre sur notre territoire, en tout cas en Haute-Garonne. Un truc très important, me semble-t-il, à souligner, c'est le changement de nom en lien avec la loi Taquet de 2022 qui place les centres de planification et d'éducation familiale sous le nouveau concept de ce qu'on appelle la santé sexuelle qui a été introduit en 2016 dans le Code de santé publique. Donc c'est un message fort qui correspondait aussi à des terminologies qui ne correspondaient plus à la demande faite par les jeunes et pour les jeunes. Et c'est en cohérence également avec le plan de stratégie nationale en santé sexuelle. C'est une équipe qui est composée actuellement de 5 médecins, 7 sages-femmes, dont 2 conseillères conjugales et familiales et 3 personnels administratifs. Je précise que je fais partie de ces 2 conseillères conjugales et familiales et on a la double compétence d'être sage-femme et conseillère conjugale. On s'organise en tant que tel dans nos activités. Les centres principaux de consultation sont ouverts
sur des semaines en lien avec des calendriers administratifs, je vous l'accorde, et nous sommes aussi présents dans 17 points de maison des solidarités. C'est un accès de droit commun pour les usagers ainsi que dans 3 hôpitaux, Paul de Viguier, Joseph Ducoing et Saint-Gaudens, qui ont une activité de service d'orthogénie. Et la loi oblige à ce que nous soyons présents sur les hôpitaux, réalisant l'accès à l'IVG. Ça permet de faciliter soit le pré ou le post-IVG et aussi les organisations de consultation de contraception. Des nouveaux dispositifs ont été ouverts dans les lycées pour coller également à la stratégie nationale en santé sexuelle. 4 lycées qui sont à la fois urbains et ruraux sont couverts sur le territoire et d'autres projets sont à venir. À noter que nous intervenons également sur un dispositif qui s'appelle la Maison des adolescents, qui dépend de la direction jeunesse. Prochaine slide. Nous ne sommes pas le planning familial, et ça, je crois que c'est important de le souligner parce qu'on leur doit beaucoup à cette association féministe qui est née dans les années 60, un petit peu avant la loi Neuwirth, et qui a œuvré dans tout l'accès au droit, la santé des femmes, notamment le droit à l'éducation et à la sexualité, à la contraception, à l'avortement, à l'égalité entre les hommes et les femmes, et le combat contre toutes les formes de violence et de discrimination. C'est une association du coup de loi 1901 et du coup, vous comprendrez bien la différenciation entre une institution publique, collectivité territoriale, et une association loi 1901. Sur notre territoire, elles sont soutenues et portées financièrement par le conseil départemental, et nous travaillons de concert pour la prise en charge des mineurs et des majeurs sur l'ensemble du territoire et pas que, puisque la Haute-Garonne est connectée avec des territoires d'autres départements et nous avons une grosse activité d'orthogénie, en tout cas au CD 31. Nous travaillons bien sûr avec eux et souvent également avec les salariés, mais aussi les bénévoles qui ont une part spécifique dans l'accompagnement des mineurs sur le territoire qui sont très très isolés, fragilisés et qui ne peuvent pas des fois avoir de ressources autour d'elles, d'adultes qui pourraient être les accompagnants. Je te laisse. Quelles sont nos missions? Donc, comme je le disais, le Code de la santé publique vient inscrire la régulation des naissances et la maîtrise de la fécondité dans un texte, bien sûr, et un arrêté qui est légiféré et qui cadre l'ensemble de nos missions. Mais elle ne s'arrête pas là, puisque les conseils départementaux peuvent œuvrer par ce qu'on appelle des politiques volontaristes dans tout un tas d'accompagnements. En pratique, les consultations, elles sont dites gratuites. Donc, c'est au sens de la collectivité et de l'effort qui peut être porté par l'institution à prendre en charge les personnes qui ne rentrent pas dans des dispositifs de droit commun, qui ne sont pas encore dans l'accès au droit, mais pas que, puisqu'il n'y a pas d'avance de frais. Le tiers payant est possible si la carte vitale. En effet, nous disposons d'une possibilité de facturer par un flux de feuilles de soins électroniques ou dématérialisées ou aussi papier, mais tout cela reste confidentiel puisque les accords avec la sécurité sociale nous permettent de pouvoir sécuriser l'ensemble des envois. L'anonymisation des parcours de soins dans le parcours de l'IVG, c'est prévu avec des codes spécifiques. Je ne rentrerai pas dans les détails. L'information et la demande de contraception font partie de nos missions. Le suivi gynécologique de prévention avec la possibilité de réaliser des frottis sur place. Par contre, je précise que nous ne sommes pas un centre de dépistage des infections sexuellement transmissibles, donc nous ne disposons pas, en tout cas à notre mesure, de matériel de prélèvement et de plateaux techniques nous permettant de porter la charge de cette mission. Donc nous travaillons de concert avec d'autres centres de santé sexuelle pour ces missions-là. On peut prescrire, par contre, ces examens-là quand la personne dispose d'un dispositif de droit commun.
Des informations individuelles sont fournies sur la sexualité des personnes avec la possibilité de réaliser des entretiens ou des informations informelles, soit par téléphone, de donner du conseil également à des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation nationale ou tout autre professionnel du champ médico-social et associatif qui aurait des questions dans cette dimension-là. Les demandes d'IVG et la réalisation des IVG médicamenteuses sont au corps, bien sûr, de nos missions. Et sur les 640 IVG en Occitanie, une bonne partie ont été réalisées également en Haute-Garonne, comme le soulignait Benjamin, mais dans d'autres départements également. La prévention et la prescription des dépistages des IST, j'y reviens pas dessus, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le dépistage des violences et l'orientation. Alors ça fait partie des politiques volontaristes dont je parlais et je suis rentrée en 2010 au département et le département a fait l'effort de pouvoir ouvrir ce qu'on appelle un observatoire des violences faites aux femmes et aux enfants. Et dans le service, nous dépistons systématiquement, lors de tout diagnostic de grossesse, une situation de violence. Nous avons une mission en protection de l'enfance et nous sommes coordonnés avec ce que nous appelons les centres de recueil des informations préoccupantes dont dispose l'ensemble des départements sur le territoire national. Ensuite, nous réalisons des entretiens pré-IVG qui est obligatoire dans la loi de 2001. L'obligation de réaliser ces entretiens est inscrite dans la loi et est encore actualisée par l'extension des délais à 16 semaines d'absence de règles. Le législateur a redit que cet entretien avait un caractère obligatoire pour les mineurs et est à proposer pour les majeurs. L'entretien de conseil conjugal et familial est réalisé par des personnes ayant la qualification. Je ne m'étendrai pas, ma collègue y insistera tout à l'heure sur ce terme. C'est un entretien d'aide à la décision qui n'est pas facturable au sens de la nomenclature CNAM pour les professionnels de santé. C'est gratuit et confidentiel. Nous pouvons recevoir dans un cadre personnel la personne qui porte la demande, mais également dans une démarche de couple. C'est un service accessible, bien sûr, pour les mineurs dans le secret et sans autorisation parentale, puisque la loi permet, dans le Code de santé publique, à tout personnel de santé de pouvoir accompagner une mineure dans le secret et sous le secret dès lors qu'elle en fait la demande, dans tout ce qui est l'accompagnement autour de la mise en place d'une contraception et l'accès à l'IVG. Nous verrons à quel moment l'autorité parentale est quand même à questionner et ma collègue y reviendra spécifiquement lors de la réalisation des entretiens. Tu peux passer. Comment s'organise un rendez-vous au CSS? Si c'est possible, on essaye parfois de se mettre en binôme médecin ou sage-femme pour élaborer, pour comprendre, surtout dans des situations complexes de mise en danger, de prise de risque. Quand je parle de mise en danger, de prise de risque, c'est qu'il peut y avoir des troubles addictifs. Nous recevons tout public, des personnes des fois en situation, même des mineurs en situation de prostitution ou ayant vécu des situations de violence sexuelle, d'où l'importance de pouvoir prendre un pas de recul et de pouvoir objectiver la demande, que ça soit de la place du médecin ou de la sage-femme ou moi de mes doubles places de sage-femme conseillère conjugale. La consultation et l'entretien avec la conseillère conjugale, bon, en effet, il va être difficile de me séparer de mes deux métiers, donc je nomme à quelle place je me situe le jour où je reçois la personne pour qu'elle puisse savoir dans quel cadre d'action je vais œuvrer en sa personne. Il me semble difficilement réalisable de signer la demande d'IVG et parfois de faire dans un même temps l'entretien pré-IVG en tant que conseillère conjugale, mais parfois les situations étant complexes, les délais étant restreints et ainsi que aussi la mobilité des personnes, il m'arrive parfois, du fait de la typologie de nos territoires qui sont à la fois très concentrés sur le côté métropolitain de Toulouse, mais on a des départements plus ruraux où les personnes ne peuvent pas se déplacer, eh bien, je serai amenée à la fois à être les deux personnes qui vont être amenées à faire ces signatures de documents. Il y a une délivrance, il y a des consultations médicales, bien sûr, puisque nous sommes des professionnels de santé médicaux pour l'ensemble de l'équipe. Il y a la délivrance possible et gratuite de tous les moyens de contraception, alors remboursés ou non remboursés. Ça, c'est des politiques aussi volontaristes. On est pharmacie, donc quand on parle de délivrance,
On a à notre disposition les moyens de contraceptifs d'urgence, mais aussi tous les médicaments en lien avec l'IVG, où nous sommes conventionnés avec les hôpitaux comme Joseph Ducoin et Paul de Viguier. La prescription d'examens complémentaires fait partie bien sûr du métier de sage-femme et de médecin. Et donc, il y a la possibilité de prescrire des frottis de dépistage, des bilans sanguins, des tests de grossesse. À spécifier que du fait de ces politiques volontaristes, il y a des accords qui sont conclus avec une prise en charge financière possible par le département, par le biais de mise en place de marchés publics, notamment en matière de dépistage par rapport aux frottis cervico-utérins, avec la possibilité de prise en charge d'une personne qui ne sera pas encore dans l'accès aux droits communs, avec des bons de prise en charge, les bilans sanguins bien sûr relatifs à la surveillance de la contraception, c'est glycémie, triglycérides et tous les examens, tests de grossesse que l'on peut prescrire. Ensuite, nos partenaires pour conclure, ben, c'est les agents du conseil départemental, l'ensemble de ma direction enfance et famille, les collègues de sages-femmes de PMI, en passant par les assistantes sociales, ainsi que tous les services d'aide sociale à l'enfance, que ce soit les éducateurs spécialisés, qui sont amenés à aussi instruire les informations préoccupantes, l'ensemble du personnel de la maison des adolescents, y compris les personnels administratifs qui font aussi l'accueil des personnes téléphoniques et physiques dans les structures, mais pas que, puisqu'on a aussi des missions transverses pour ma part, avec une mission sport-santé, où ça m'arrive d'appliquer ou de diagnostiquer des grossesses, même en milieu sportif. L'éducation nationale est un partenaire privilégié puisque nous faisons des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle en milieu scolaire, notamment à destination des classes de troisième dans les collèges sur demande des chefs d'établissement et aussi sur sollicitation directe des infirmières scolaires ou des porteurs de projets. Les assistants sociaux scolaires sont aussi dans notre paysage et dans notre environnement de travail. Les hôpitaux, je les ai cités. La PAS, c'est la permanence d'accès aux soins. Donc nous bénéficions de plusieurs PAS sur Toulouse et surtout à proximité géographique de nos centres puisqu'elle se situe sur la zone métropolitaine toulousaine, ainsi que le CEGID. Éviter les acronymes, c'est le centre de dépistage et aussi centre de santé sexuelle, plus spécifiquement également dédié, mais pas que aux IST. Ils font aussi du suivi gynécologique de prévention comme nous avec l'ensemble du plateau technique, puisqu'ils sont portés par le CHU de Toulouse, l'unité médico-judiciaire avec qui nous travaillons et nous sommes en co-projet de création de la maison des femmes sur Toulouse et la protection juvénile de la jeunesse où j'interviens pour des groupes paroles filles. Vous me direz, c'est genré. Non, ça a été une demande. Le groupe parole garçon existe, mais est porté par un médecin sur le territoire et donc nous sommes répartis puisqu'il y a peu de ressources pour pouvoir mettre en œuvre ces dispositifs qui sont régionaux. Les foyers sont également nos partenaires. Ce sont des foyers de femmes, des foyers accueillant des mineurs, des majeurs, des mineurs isolés, les instituts médico-éducatifs comme les IME, les ITEP, les PID, les établissements c'est de l'insertion pour l'emploi, où nous avons un lieu de consultation. Ce matin, ils sont présentes mes collègues, mais aussi des ateliers collectifs. Il y a également les dispositifs de personnes en situation de handicap où nous nous rendons pour pouvoir favoriser un maximum la connaissance en santé sexuelle. À ce titre-là, vous aurez l'occasion d'avoir un webinaire dans la semaine, le 6, consacré à la question du handicap porté par Intime Agir. Et ma collègue, le docteur Go, pourra répondre à des questions plus spécifiques en matière de handicap. Les associations aussi, comme le MFPF, donc Planning Familial 31, mais c'est le mouvement français de planification avec qui nous travaillons. La PIAF est une association qui accompagne des femmes victimes de violences et pas que. Prévios est un réseau d'accompagnement sous toutes les formes de violence avec la coordinatrice qui est Béatrice Forteau, qui fait un grand boulot aussi
de formation à destination des professionnels sur violence et périnatalité. Du côté des femmes, dans le territoire plutôt de Muret, l'Amicale du Nid, qui a une mission transverse avec un dispositif repère sur notre territoire qui est calqué sur les modèles de Marseille pour accompagner des mineurs en situation de prostitution, à identifier ces phénomènes de prostitution et d'emprise, et aussi à les accompagner, à les mettre à l'abri et travailler avec les institutions publiques qui sont les nôtres pour mieux comprendre les phénomènes que sont la traite en droit humain. Et bien sûr, toute personne repérant nos missions peuvent nous solliciter pour du travail partenarial. Et je remercie à ce titre-là le réseau Périnat Occitanie qui nous a permis de travailler sur le référentiel IVG mineur et les groupes de travail qui ont été de qualité. Donc merci Benjamin pour ton implication et je te le redis, la rapidité du rendu de cet écrit. Tu peux passer, je pense que c'est fini. Les séances d'EVAS, on en a parlé donc précédemment, c'est pour vous dire qu'il peut y avoir différentes formes d'action individuelle ou collective de prévention et d'éducation à la vie affective. Ça rentre dans la loi de 2001. C'est souvent sous-appliqué. Il faudrait qu'on puisse y aller 3 fois par an et à effectif constant et contraint. Nous travaillons de concert avec nos collègues de l'éducation nationale pour pouvoir appliquer les missions au mieux, repérer les besoins et pouvoir aussi s'appuyer sur des personnes formées, puisque l'éducation nationale dispose d'un pôle de formation et nous travaillons avec l'ensemble des professionnels qui peuvent faire binôme avec nous et couvrir un maximum de personnes, puisque l'enjeu est colossal. Il y a une dernière charte qui vient d'être éditée en date de mars 2024 que je vous inviterai à lire, qui permet de balayer de façon transverse le socle de compétences dans le champ de ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Ça sera l'objet peut-être d'un autre webinaire au cours de ces semaines. Les interventions restent variées, même auprès de groupes d'adultes et de personnes en situation de handicap, j'y insiste, puisque ce sont souvent les personnes qui sont les plus oubliées et les plus loin du soin et qui sont aussi des publics vulnérables. Et la participation active aux interventions à la MDA par ce qu'on appelle le parcours question d'ado. Ce parcours question d'ado, il est fléché vie affective et sexuelle, mais pas que. Il y a aussi du harcèlement scolaire, la question des addictions. C'est multiple et il y a des chargés de projet et des fiches actions auxquelles les dispositifs éducation nationale, partenaires, IME ou autres, peuvent y inscrire les jeunes par groupe d'âge. On essaye que ça soit homogène et pas hétérogène, puisque l'entrée d'âge dans la sexualité n'a pas varié quand même depuis 30 ans. On essaye quand même d'être cohérent dans les discours en travaillant avec une juriste de la maison du droit de l'enfant et de la jeunesse. Je ne sais pas si ça existe sur l'ensemble du territoire Occitanie. En tout cas, ils sont très mobilisés sur la question de la santé sexuelle sur notre département et je remercier les juristes qui travaillent avec moi sur ce sujet. Tu peux passer, je pense que c'est fini. Eh ben, Merci à merci vous. beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup. Je vais laisser maintenant la parole à Marie. Marie, à toi. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, il m'a été demandé de parler aujourd'hui de la consultation psychosociale préalable à une interruption volontaire de grossesse. Donc généralement, dans le parcours d'une femme, qu'elle soit mineure ou majeure, quand elle souhaite interrompre sa grossesse, cette consultation se fait après la consultation d'information. Mais elle peut surtout être effectuée à tout moment si la femme en ressent le besoin, et ce, autant de fois que nécessaire. Depuis 2016, cette consultation n'est plus une obligation pour les majeurs, mais elle reste une obligation pour les mineurs. Le dossier guide de l'IVG, rédigé par le ministère de la Santé et de la Prévention, précise que cette consultation a lieu dans un espace de vie affective, relationnelle et sexuelle, dans un centre de santé sexuelle, dans un service social ou dans un autre organisme agréé. Et cette consultation doit être réalisée auprès d'une professionnelle qui est qualifiée en conseil conjugal et familial. Cette consultation, elle consiste en une écoute, un soutien psychologique, un temps d'information ou de conseil, et c'est surtout un moment de dialogue qui peut être important
pour accompagner les femmes durant cette période qui, pour certaines, peut être difficile. Les femmes mineures que je reçois en consultation psychosociale préalable à une IVG sont orientées vers moi ou par les services d'orthogénie. Alors, dans un des centres de santé sexuelle dans lequel je travaille, qui se trouve à Sète, il a la particularité d'être à la maison médicale de garde qui se trouve à l'entrée de l'hôpital. Et de ce fait, j'ai un lien très étroit avec ce service et j'ai un partenariat très fin avec les collègues secrétaires qui donnent très régulièrement mes coordonnées à toutes mineures, évidemment, mais aussi aux personnes majeures qui en ressentiraient le besoin. Les femmes mineures qui me sont orientées peuvent l'être par le médecin du centre de santé sexuelle, car c'est souvent à elle qui réalise la consultation d'information, donc la première consultation. Ça peut être aussi la sage-femme du centre de santé sexuelle, puisqu'elle est conventionnée à la pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Et dans ces cas-là, nous travaillons vraiment main dans la main avec les patientes que nous accompagnons en pluridisciplinarité. Elles me sont aussi orientées par des sages-femmes libérales, puisque nous travaillons en réseau depuis plusieurs années entre elles et nous au centre de santé sexuelle, mais aussi par le numéro vert du planning, puisque c'est un numéro vert qui est national et qui fait le lien ensuite avec les acteurs locaux et les centres de santé sexuelle qui sont référencés. Parfois, ce sont les femmes elles-mêmes qui viennent à nous. Et parfois aussi, ce sont des mineurs que nous avons déjà reçus et qui ont transmis leurs coordonnées à des amis qui pourraient en avoir besoin. Et enfin, nos collègues infirmières font partie de nos partenaires privilégiés, car parallèlement, pardon, à nos consultations, la seconde moitié de notre activité professionnelle, c'est une activité professionnelle dite hors les murs. Et mon binôme sage-femme et moi, on intervient dans une vingtaine d'établissements scolaires, majoritairement dans des collèges, pour animer des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. La préparation et l'animation conjointe de ces séances font que nous créons avec les infirmières scolaires un partenariat fort et de très grande qualité. En ce qui concerne la consultation en tant que telle, euh, en- moi j'ai un territoire qui est très étendu puisque mon secteur d'intervention va de Sète à Lodève en passant par Montpellier au niveau du conseil départemental de l'Hérault. Donc je peux consulter ou en présentiel dans l'un de mes 5 bureaux en centre de santé sexuelle. Et aussi, je peux remarquer que la crise du Covid a eu pour conséquence l'émergence de nouvelles pratiques professionnelles. Donc, je peux proposer aussi des entretiens en visio et des entretiens téléphoniques. Ces modalités sont d'autant plus intéressantes que si la jeune fille est prise de court par des délais légaux, ça lui permet de perdre moins de temps. Et aussi pour les mineurs, quand elles veulent avorter sans en informer leurs parents ou responsables légaux, elles font ainsi l'économie d'un ou plusieurs temps de trajet qui parfois auraient nécessité un accompagnement en voiture, donc le fait de se faire accompagner physiquement, et aussi parfois des absences sur le temps scolaire. En ce qui concerne le cadre, à chaque première consultation, je rappelle le cadre de notre entretien. Soit je présente mes missions en tant que conseillère conjugale et familiale en centre de santé sexuelle et aussi celle de mon binôme médical, que ce soit le médecin ou la sage-femme. Il me semble en effet fondamental de préciser que je peux recevoir des personnes qui vivent une situation de conflit, que ce soit du conflit conjugal ou intrafamilial. Je peux recevoir des personnes qui vivent une situation de violence, qu'elle soit conjugale, intrafamiliale, sexiste, sexuelle. Je peux accompagner des femmes qui envisagent de recourir ou qui ont recouru à une interruption volontaire de grossesse. Et je peux aussi mener des entretiens spécifiques sur la sexualité. Si je prends ce temps-là en consultation, c'est pour afficher que on peut aussi parler de ça, même si ce n'est pas la porte d'entrée de l'entretien. À chaque première consultation, je précise aussi que je suis soumise au secret professionnel et que l'intégralité de notre entretien sera donc confidentielle. Mais je prends soin aussi d'en préciser les exceptions, soit la notion de secret partagé entre professionnels qui sont elles-mêmes soumises au secret, qui peuvent partager certaines informations et uniquement celles qui sont nécessaires afin d'accompagner au mieux la femme mineure selon les spécificités de chacune. Je précise aussi que le secret peut être levé à sa demande et uniquement à sa demande. Et je précise aussi, bien sûr, que le secret doit être levé, étant donné qu'elle est mineure, si sa santé, sa sécurité et sa moralité sont en danger, en risque de l'être, ou quand dans certaines situations, elles l'ont été.
Par certaines situations, j'entends les situations de violences sexuelles sur mineurs, car très souvent, nous sommes les professionnels à qui ces violences sont révélées. Euh, la diapo suivante. Voilà. Et je voulais remercier aussi le RPO, puisque dans le référentiel de l'IVG chez la femme mineure, le RPO a pris soin de préciser que les patientes de moins de 15 ans doivent faire l'objet d'une vigilance importante, notamment liée aux violences. Et en effet, dans mes consultations, toutes les jeunes filles de moins de 15 ans que j'ai reçues et qui sont rentrées dans une sexualité ont pu dire qu'elles avaient subi des violences sexuelles dans l'enfance. Dans ma pratique professionnelle, si une femme mineure se présente en couple, je lui propose de la recevoir en couple si elle le souhaite. Et un temps spécifique en individuel lui est bien sûr proposé, ainsi qu'à son petit ami. Après une phase d'accueil, je demande à la femme mineure comment elle s'est rendue compte de ce début de grossesse non prévu. Donc cette question est volontairement large car elle me permet de m'assurer qu'un test de grossesse a bien déjà été réalisé. Si ce n'est pas le cas, je fais bien évidemment le lien avec mon binôme médical pour prescrire des bêta-HCG, un groupage sanguin, et j'en profite également pour informer qu'il peut être intéressant, quitte à aller au laboratoire, de faire un dépistage des infections sexuellement transmissibles. Majoritairement, les femmes, qu'elles soient mineures ou majeures d'ailleurs, évoquent un retard de règles. Et lors de cette consultation, j'aborde aussi la question de la contraception. Pour moi, interroger sur la contraception, c'est bien évidemment pas pour faire culpabiliser, bien au contraire, mais parce que dans les trois quarts des cas, les femmes que je reçois avaient une contraception et j'aime bien leur partager ce constat. Il y a des situations où les femmes déclarent avoir été très sérieuses dans leur contraception. Alors en général, ce sont des femmes qui sont sous pilule, qui ont des patchs ou qui ont un DU. Et malgré tout, elles ont une grossesse qui est imprévue. Et c'est bien évidemment l'occasion de rappeler qu'aucune contraception est fiable à 100%. Il y a d'autres femmes qui ont oublié de prendre un ou plusieurs comprimés de pilules contraceptives. D'autres encore connaissaient mal la contraception d'urgence et il m'est arrivé encore aujourd'hui en consultation de recevoir des mineurs qui pouvaient déclarer que le pharmacien ou la pharmacienne avait refusé de leur donner le comprimé de contraception d'urgence. Il y a d'autres femmes encore qui ont arrêté leur contraception parce qu'elles ressentaient des effets secondaires qu'elles estimaient trop indésirables. Et pour moi, interroger sur la contraception, c'est aussi le moyen de préciser que la professionnelle qui a prescrit le moyen de contraception initial est une personne ressource et qu'il ne faut pas hésiter à lui en parler parce que ce sont bien souvent des éléments qui sont précieux pour elle pour ajuster une contraception ou éventuellement en proposer une autre parce qu'il existe euh, énormément de moyens de contraception qui peuvent être proposés. Il y a aussi d'autres femmes, c'est beaucoup plus rare, mais qui disent qu'elles prenaient pas de contraception, qu'elles n'utilisaient pas de préservatif et qui disaient en consultation qu'elles ne pensaient pas qu'une grossesse pourrait leur arriver finalement. Cette phase de l'entretien, c'est aussi l'occasion de préparer la consultation de contrôle qui aura lieu ensuite avec le professionnel de santé, au cours de laquelle un moyen de contraception sera proposé. Ce temps aussi est l'occasion parfois de déconstruire certains mythes. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai plus entendu en entretien, mais euh, il y a quelques... Très souvent, j'ai des jeunes filles qui se présentaient en disant qu'elles étaient persuadées que le premier rapport sexuel ne pouvait pas être fécondant. Eh ben, en fait, si, le premier rapport sexuel peut être fécondant, comme les autres d'ailleurs. Durant cette consultation spécifique, j'aborde avec les femmes ce qu'elles ont ressenti quand elles ont appris qu'il y avait ce début de grossesse. Globalement, elles disent toutes qu'au début, elles avaient du mal à y croire et c'est souvent la raison pour laquelle elles doublent le test urinaire. La plupart du temps, en parler à des personnes de confiance, de leur entourage, contribue à rendre concret ce début de grossesse et à engager rapidement les démarches en vue de son interruption. Les femmes mineures que je reçois en consultation parlent presque toutes de soulagement quant au fait de pouvoir être reçues dans notre service d'une part et de pouvoir interrompre ce début de grossesse dans un délai rapide d'autre part. Presque toutes font état du fait qu'elles sont trop jeunes pour élever un enfant. Elles évoquent des freins matériels comme le fait de ne pas être autonome financièrement,
de vivre encore chez leurs parents, de ne pas avoir leur permis de conduire. Et elles évoquent également la volonté de pouvoir poursuivre des études. Lors de cet entretien, je prends le temps aussi de préciser que lors de cette consultation, je suis presque un peu gênée par cette dénomination d'entretien pré-IVG, parce qu'en fait, mon travail, c'est de soutenir les femmes dans leur choix, et dans leur choix, quel qu'il soit, d'interrompre cette grossesse ou de la poursuivre. Dans le cas où une jeune fille souhaiterait interrompre cette grossesse, mon travail, c'est déjà de l'informer de la nécessité qu'il y ait une personne majeure qui l'accompagne dans sa démarche d'interruption de grossesse. Et je prends le temps aussi de lui expliquer toutes les étapes qui composent euh, une interruption volontaire de grossesse. Donc, il y a tout d'abord la consultation d'information, il y a ensuite la consultation psychosociale, donc ce que nous faisons. Il y a la consultation avec l'échographie de datation qui permet ensuite de choisir le choix de la méthode d'intervention, qu'il soit médicamenteux ou instrumental. Il y a ensuite la réalisation de l'interruption de grossesse en tant que telle. Et il y a ensuite la consultation de contrôle avec la prescription d'un moyen de contraception et la proposition d'un entretien post-IVG. Par contre, si la femme mineure décide de poursuivre sa grossesse, à ce moment-là, mon rôle sera dans l'accompagner, de fait de le dire à ses parents si elle souhaite que je l'accompagne dans cette démarche-là. C'est aussi de l'informer sur les ressources matérielles et financières possibles si elle poursuit cette grossesse. Et ça peut être aussi de l'accompagner à une rupture familiale en faisant le lien avec les collègues de l'aide sociale, de l'aide sociale à l'enfance et de la PMI afin qu'elle puisse poursuivre sa grossesse et élever son enfant dans un lieu qui soit contenant et sécurisant pour elle. Lors de cette consultation, il me semble important de rester factuel et de contrecarrer certaines idées reçues qui sont encore tenaces. Très souvent, pour ça, il m'arrive de donner quelques chiffres nationaux en disant qu'en France, une femme sur trois a au moins une fois dans sa vie recours à une interruption volontaire de grossesse et que l'avortement peut faire partie de la vie des femmes, même s'il y a peu de paroles à ce sujet-là, puisque ça touche à l'intimité. Il peut m'arriver aussi de préciser que n'importe quelle femme en âge de procréer peut être amenée à interrompre une grossesse qui n'aurait pas été prévue, soit des adolescentes, comme les femmes mineures que je peux être amenée à recevoir, mais aussi des femmes qui sont en couple, qui ont déjà des enfants et qui n'ont pas envie d'une autre grossesse, ou encore des femmes qui pensaient avoir débuté leur ménopause. Euh, il me semble important de dire aussi que toutes les femmes peuvent être concernées par le fait d'interrompre un début de grossesse qui n'aurait pas été prévu, quel que soit leur milieu social et quelle que soit leur culture ou leur religion, évidemment. Régulièrement en consultation, des femmes mineures m'interrogent sur leur possibilité d'avoir des enfants après une IVG. Et il me semble primordial de différencier auprès d'elles que le fait de ne pas poursuivre cette grossesse-là ne veut pas dire qu'il ne leur sera pas possible d'en mener d'autres si elles le souhaitent et quand elles le voudront. Depuis 2001, une fille mineure qui ne souhaite pas poursuivre sa grossesse n'est plus dans l'obligation d'en informer ses parents ou responsables légaux. Par contre, elle doit être accompagnée par une personne majeure qui peut être ou pas son parent ou responsable légal. Son parent ou responsable légal. En entretien, j'interroge toujours la femme mineure. Je lui demande si ses parents ou ses responsables légaux sont au courant de ce qui se passe pour elle en ce moment. Euh, Dans la plupart des cas, c'est le cas et les femmes mineures sont accompagnées de leur mère dans la plupart des cas. Quand c'est pas le cas, c'est qu'en fait, il y a des raisons pour ça. Très souvent, c'est parce qu'elles ont peur d'être jugées. Et pour ces femmes mineures, il y a cet effet d'annonces successives. D'abord, j'annonce à mes parents que j'ai un amoureux, que je suis rentrée dans une sexualité avec lui, que, il y a une absence de contraception ou un échec de contraception, qu'il y a une grossesse imprévue et une grossesse imprévue qu'elle souhaite interrompre. Il peut arriver que les filles mineures refusent d'en parler à leurs parents puisque les relations familiales sont compliquées ou parce que les avortements ne sont pas acceptés dans leur famille. Et parfois, il peut y avoir aussi des motifs culturels ou religieux qui pourraient les mettre en danger. En ce qui concerne le rôle de la personne majeure, c'est extrêmement rare que je la reçoive en consultation. Pour la personne majeure, je demande simplement à la mineure le nom, prénom et date de naissance de la majeure afin de pouvoir indiquer son identité dans l'attestation de consultation. Et il me semble important aussi d'évaluer avec la personne mineure
que la personne majeure qu'elle a choisie est une personne de confiance pour elle. Et dans le référentiel de l'IVG chez la femme mineure, le RPO a pris soin de préciser que la personne majeure choisie sera tenue au secret. Et en effet, il me semble fondamental de le préciser. En ce qui concerne l'attestation de consultation préalable à une interruption volontaire de grossesse, comme je suis soumise au secret professionnel, elle est très sommaire. Elle fait 3 lignes ou presque. J'atteste simplement avoir reçu en consultation psychosociale la femme mineure, donc j'indique son nom, prénom et date de naissance. Je nomme la personne majeure et je précise avoir remis à la mineure le dossier KID et l'avoir informée conformément aux dispositions de la loi de juillet 2001. Si l'entretien est en présentiel, je donne l'attestation et le dossier guide en version papier à l'issue de la consultation. S'il s'agit d'un entretien téléphonique ou un entretien en visio, je peux lui envoyer par mail, mais je m'assure au préalable auprès d'elle que c'est la seule à avoir accès à ses mails. Si c'est le cas, je lui transmets en dématérialisé. En cas de doute et avec son accord, ou j'envoie l'attestation de consultation au professionnel de santé qui réalisera l'IVG, ou si c'est en milieu hospitalier, je l'envoie au secrétariat de l'hôpital. J'avais envie de dire 2 mots aussi sur la consultation post-IVG. Donc, elle n'est pas obligatoire, ni aux mineurs, ni aux majeurs, mais elle est proposée. Donc, au moment de la consultation contrôle qui a lieu 2, 3 semaines après la réalisation de l'IVG. Et j'aime bien dire que les femmes, qu'elles soient mineures ou majeures, elles se saisissent différemment de ce temps-là. Certaines diront d'emblée qu'elles n'en souhaitent pas. En fait, la grossesse a été interrompue, elles ne souhaitent pas en parler. D'autres vont prendre rendez-vous, mais ne se présenteront pas. D'autres encore viendront à cette consultation et un accompagnement psychosocial de plusieurs mois va s'engager. Il y en a d'autres encore qui diront qu'elles ne souhaitent pas de ce temps-là, mais finalement, elles vont rappeler plusieurs mois ou parfois plusieurs années après. Donc à chaque fois, le motif est différent. Ça peut être quand il y a une grossesse dans leur entourage, ça peut être au moment de la date anniversaire de l'IVG, ça peut être au moment d'une nouvelle conjugalité ou au moment d'un désir d'enfant. Finalement, l'essentiel, c'est d'être là quand la femme en a besoin et quand elle estime que c'est le bon moment pour elle. En conclusion, j'avais envie de partager les propos d'une collègue avec qui je travaille depuis longtemps et qui m'a beaucoup appris professionnellement. Et en fait, elle interroge le V de IVG, le V de volontaire. Puisque parfois, il y a des femmes qui décident d'interrompre leur grossesse, non pas parce qu'elles en ont envie, non pas parce qu'elles en ont la volonté, mais parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas le choix. Peu importe la nature de ce qui motive ce choix d'ailleurs, car c'est éminemment personnel. Il y a d'autres femmes encore qui vont décider d'interrompre leur grossesse car elle est consécutive d'un rapport sexuel avec cet homme-là. Et d'autres encore vont la poursuivre pour cette même raison. Et puis il y en a d'autres qui vont l'interrompre justement pour ne pas perdre cet homme-là. J'avais envie de partager ici avec vous ces propos, cette réflexion. Et je voulais dire qu'en France, on a de la chance de pouvoir faire ces choix-là, quels qu'ils soient, car l'actualité internationale nous rappelle régulièrement que c'est loin d'être le cas partout. Une interruption volontaire de grossesse peut être mal vécue, évidemment. Parfois, c'est lié à l'avortement en lui-même, au fait d'avoir interrompu une grossesse qui commençait. Parfois, c'est la manière dont ça s'est passé, ou les professionnels rencontrés. En fait, c'est toujours très individuel et on peut difficilement le savoir à l'avance. Parfois même, une femme peut regretter ce choix. Mais pour beaucoup, dans ma pratique, j'avais envie de témoigner que c'est essentiellement vécu comme un soulagement. Et puis j'aime bien dire qu'en fait, il y a autant de manières de vivre une interruption volontaire de grossesse que de personnes finalement, et que l'essentiel est que les femmes puissent avoir des espaces pour en parler, qu'ils soient collectifs ou individuels, personnels ou professionnels, si elles le souhaitent et si elles en ressentent le besoin. Merci. Merci beaucoup, Marie, pour cet exposé. C'était très bien. Je vais maintenant laisser la parole à Laurence Lebars pour nous parler des rôles et missions des infirmières de l'éducation nationale. Merci. À vous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Laurence Lebars, je suis infirmière de l'éducation nationale depuis maintenant 20 ans. J'ai travaillé en collège, en lycée professionnel, en lycée et là actuellement je suis infirmière dans un collège du Gers à Gimont. Et je suis également formatrice au niveau du rectorat. Je fais partie du groupe de formateurs qui forment les personnels de l'éducation nationale qui interviennent pour faire de l'éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle.
Voilà, donc ça, ce sont mes différentes casquettes. Donc, les missions de l'infirmière de l'éducation nationale, elles sont écrites dans la circulaire du 10 novembre 2015, qui a remplacé la dernière qui datait de janvier 2001. Donc, l'infirmière, qu'elle officie en collège, en lycée professionnel ou en médecine préventive à la faculté, elle va accueillir tout élève ou étudiant qui la sollicite pour quelque motif que ce soit. Donc, que ce soit en collège ben, pour des petits bobos ou que ce soit d'ordre relationnel parce qu'il y a pas mal de conflits en collège ou des soucis relationnels avec les amis ou un mal-être psychologique, relation avec la famille, avec les amis, parfois relations difficiles au sein du collège ou des difficultés scolaires dès lors qu'il y a une incidence sur sa santé ou sa scolarité. Donc, on travaille en étroite collaboration, d'abord, je ne l'ai pas écrit, mais avec les personnels de la communauté éducative. Donc, moi, je travaille beaucoup avec la conseillère principale d'éducation, euh, mais je travaille aussi avec les enseignants qui vont me signaler des élèves qui vont pas bien, qui sont en difficulté ou à qui, des élèves à qui ont déjà parlé au professeur, après ils les redirigent vers l'infirmière, ainsi qu'avec la conseillère d'orientation qui est maintenant la psychologue de l'éducation nationale, ainsi qu'avec l'assistante ou l'assistant de service social. Et le travail en réseau, dans le cadre de l'accompagnement d'une mineure à l'IVG, ça va se faire effectivement avec les centres de santé sexuelle, les sages-femmes du centre de santé sexuelle, voilà, qui ont effectivement des permanences dans les lycées du Gers. On travaille aussi évidemment avec les autres professionnels de santé, plus par rapport aux difficultés scolaires, que ce soit les orthophonistes, les psychomotriciens, les centres médico-psychologiques, les CESAD, la maison des adolescents, voilà. Tout ce qui est en lien avec la santé physique et mentale des adolescents. Euh, on intervient aussi dans le premier degré, et où là, on peut faire effectivement, on fait beaucoup d'éducation à la santé, mais aussi on peut faire du dépistage à la demande en fonction des difficultés repérées par les enseignants. Donc, concrètement, on assure les soins infirmiers préventifs et curatifs. On a notre BO du 6 janvier 2000 qui nous, qui a- qui nous donne certains médicaments qu'on peut délivrer pour l'usage courant et puis aussi en situation d'urgence. Notre mission aussi, c'est d'assurer des actions d'éducation à la santé, tant dans le champ individuel en consultation infirmière que collectif, effectivement en fonction des besoins identifiés. Donc c'est intéressant de faire un travail en amont pour voir en fonction des territoires et des établissements scolaires quels sont les besoins identifiés. Le Gers, c'est un département très rural, donc entre la grande ville d'Auch et Gimont ou Lectoure, les problématiques et en fonction des populations accueillies ne sont pas les mêmes. Donc, dans ces éducations à la santé, l'éducation à la sexualité a une grande part. Tout ce qui va concerner la contraception, les conduites à risque, addictives, l'éducation nutritionnelle, il y a le classique petit déjeuner pour les sixièmes, tout ce qui a trait au sommeil, aux écrans, l'hygiène de vie, la relation d'aide. Voilà, tout ce qui va concerner aussi la formation en premier secours. Le champ est assez vaste en fait. Vous pouvez passer, merci. Par rapport à tout ce qui touche la santé sexuelle, la loi du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence qui a modifié la loi du 4, qui a été modifiée par la loi du 4 janvier 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, stipule effectivement, mes collègues en ont déjà parlé, que dans les écoles, les collèges et les lycées, une information et une éducation à la sexualité à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène doit être dispensée. Alors c'est vrai que dans les faits, les collègues l'ont rappelé, c'est difficile à mettre en place.
C'est pas tendu à la motivation des personnels parce que je forme des personnels sur les établissements scolaires aussi. Dernièrement, j'étais à Saint-Lys. Il y avait quand même 20 enseignants notamment qui sont motivés pour faire ces séances, qui ont reçu les formations, puisque nous, jusqu'à présent, on faisait 3 jours de formation pour un niveau 1 et 3 jours de formation pour un niveau 2. Mais avec les nouvelles directives, c'est en train de changer. Donc, c'est pas tant lié à l'absence de motivation qu'à la disponibilité et aux moyens financiers. Donc, évidemment, c'est fait un petit peu à la marge. C'est vrai que le nouveau référentiel de mars donne un référentiel en fonction des âges par thématique et c'est vraiment beaucoup à la charge des enseignants. Il y a le personnel médico-social ou les partenaires extérieurs qui rentrent en jeu, mais la volonté, c'est que ce soit vraiment dans une démarche transversale. Et donc aussi, entre autres, l'émission des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale, ça donne effectivement l'information sur l'accès à la contraception, ainsi que les relais agréés. Et effectivement, dans les séances d'EAS, d'éducation à la vie affective et sexuelle, il y a aussi une priorité qui est donnée pour donner des ressources aux jeunes sur les lieux où on peut trouver la pilule d'urgence, les centres de santé sexuelle, les sites internet qui sont très bien faits, qui leur sont destinés. Ça fait partie aussi de leur donner des ressources. Et dans nos infirmeries, on donne aussi ces ressources-là. Et donc l'infirmière peut aussi délivrer la contraception d'urgence. Depuis la loi du 12 janvier 2012, on peut aussi renouveler les prescriptions qui datent de moins de 1 an de médicaments contraceptifs oraux. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je pense que c'est quand même à la marge parce qu'il y a un bon relais pour accompagner les jeunes dans leur santé sexuelle. Mais en tout cas, ça, on le rappelle parce que c'est quelque chose qu'on peut faire. Nous sommes tenus au secret professionnel et notre supérieur hiérarchique, c'est le chef d'établissement. Et donc, on est vraiment le référent santé dans l'établissement scolaire. En lien avec les équipes éducatives et pédagogiques, l'infirmière participe effectivement à la politique de protection de l'enfance et on agit pour assurer la protection de l'élève, que ce soit en faisant des signalements auprès de la CRIP ou des signalements auprès du parquet. Donc là, on travaille en étroite collaboration avec l'assistante de service social. Donc, dans le cadre de l'accompagnement d'une mineure à l'IVG qui ne souhaite pas en informer ses parents, le chef d'établissement, il ne doit pas communiquer aux parents les absences de cette dernière. Sous réserve d'avoir été informé de ce que l'élève est absente pour un motif médical, dont elle est légalement autorisée à garder le secret, et que la mineure soit accompagnée par la personne majeure de son choix. Dans la pratique, ce qui se passe, c'est que le chef d'établissement, il travaille en étroite collaboration avec l'infirmier ou l'infirmière scolaire, dans le respect évidemment du secret professionnel, et que donc le lien se fait à ce niveau-là. De façon très très exceptionnelle, l'infirmière pourrait être amenée à accompagner la jeune mineure sur les lieux de consultation avec une autorisation d'absence et un ordre de mission pour utiliser la voiture de fonction. Ça arrive, mais c'est vraiment à la marge. Ça arrive parce qu'on est dans un territoire rural et que parfois le déplacement, si la mineure ne veut pas en informer ses parents, peut être très compliqué. Donc ça peut être quelque chose qui peut être proposé. Donc nous, notre place dans l'accompagnement des mineurs à l'IVG, ça va vraiment être d'abord, ben, parfois on est la première personne qui reçoive cette jeune, puisqu'ils connaissent nos missions au sein de l'école. Parfois ce sont des jeunes filles qu'on connaît, parce que vous l'avez rappelé, il y a des parcours de vie qui sont assez complexes. Donc on est identifié comme personnel ressource. Donc on fait ben, une consultation infirmière. Voilà, en voyant l'environnement, qu'est-ce qui s'est passé, la date des dernières règles, comment s'est passé ce rapport sexuel, s'il y a une contraception. On peut proposer un test de grossesse, ça fait partie de ce que nous avons dans nos infirmeries. Et puis ben, rapidement, on se met en lien avec le centre de santé sexuelle
pour des conseils, pour une consultation, pour orienter, pour faire le suivi. Ça peut être aussi parfois avec des sages-femmes en libéral. Ça m'est pas arrivé, mais ça peut arriver. Parce qu'on travaille aussi avec les sages-femmes en libéral. Et après, dans la suite de notre travail, ça va être le suivi de cette jeune, euh, le suivi, voilà, son suivi psychologique, faire le lien aussi avec la contraception et le centre de santé sexuelle. Et puis, comme elle va être dans notre établissement scolaire, sur la suite de son année scolaire. Donc voilà, on voit bien que le travail en réseau, il est vraiment primordial et essentiel dans la prise en charge de cet élève qui souhaite effectuer une interruption volontaire de grossesse. Et c'est vrai qu'on le disait quand on préparait ce webinaire, dans les petits établissements scolaires, parfois c'est difficile que le secret soit préservé, mais ça fait partie quand même de ce qu'on doit faire. Et voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça se fait quand même souvent en bonne intelligence. Voilà, pour que cette jeune mineure elle soit accompagnée dans les meilleures dispositions. Voilà, merci, merci de votre écoute. Merci à vous, merci beaucoup. Et on voulait, sur les quelques minutes qui nous restent, vous présenter quelques ressources qui nous semblaient assez intéressantes. Alors, on va peut-être passer vite et vous retrouverez toutes ces ressources sur la page internet du RPO, sur le récap du webinaire, où vous trouverez également le lien pour le revisionner si vous le souhaitez. Madame Lebars parlait tout à l'heure des professionnels de ville, professionnels libéraux, sages-femmes et médecins. Il faut savoir que le réseau IVG Occitanie est missionné par l'ARS pour tenir à jour une cartographie des professionnels qui sont conventionnés pour la pratique des IVG médicamenteuses en médecine de ville. Et donc, sur le site internet du RPO, vous retrouverez, du REVOC, je veux dire, vous retrouverez cette cartographie qui vous indiquera le professionnel le plus proche, sachant que c'est sur la base du volontariat et que tous les professionnels ne sont pas répertoriés. Mais vous pouvez entrer en lien avec Lydia Idric, qui est la coordinatrice du réseau, si vous souhaitez vous ajouter en tant que professionnel. On a plusieurs fois évoqué au cours de ce webinaire le référentiel IVG chez la femme mineure. Eh bien, vous le trouverez sur ce lien-là ou sur le site internet du réseau de périnatalité. Et ce référentiel s'attache à aborder plusieurs notions comme les éléments de contexte, les spécificités de la prise en charge des IVG chez les mineurs, avec le détail du parcours, la contraception, le dépistage des IST, quelques notions sur que faire en cas de repérage d'un danger psychosocial et puis quelques cas particuliers. Le site ivg.gouv.fr, qui est également une ressource importante en termes d'IVG, recense un annuaire des centres de santé sexuelle sur tout le territoire français. Et donc, en vous rendant sur ce site internet, vous aurez une cartographie qui vous permet de prendre contact avec le centre de santé sexuelle de proximité à côté de votre lieu d'exercice. Vous mentionnez également le numéro vert national qui, ça a été évoqué, est porté par le planning familial et qui est un numéro gratuit, anonyme, qui n'apparaît pas sur les factures téléphoniques, ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures et qui peut être une ressource importante pour toute patiente en parcours d'IVG, mais même au-delà, et lui permettant également d'être orientée vers le centre qui pourra la prendre en charge de manière la plus proche de chez elle. Et puis, les dossiers guides. Alors, le dossier guide a été évoqué par Marie, il est remis lors des consultations. Ce dossier guide, il est édité par le ministère de la Santé. Il est disponible en format dématérialisé sur le site ivg.gouv.fr. Il faut savoir que depuis 2021, pardon, l'ARS missionne le réseau de périnatalité pour sa diffusion auprès des professionnels et associatifs du champ de l'orthogénie. Et donc, vous pouvez via le lien qui est mentionné ici, passez commande de livret, ils vous seront envoyés sans frais parce que c'est l'ARS qui finance ce service, donc n'hésitez pas à vous en emparer. Voilà, nous sommes pile dans les temps. Merci à tout le monde, intervenantes et participants, pour avoir assisté à
à ce webinaire. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire RPO qui est organisé le 11 juin à 14 heures. Mais Stéphanie le mentionnait, il y a d'autres webinaires, d'autres actions régionales ou locales qui sont organisées à l'occasion des Semaines nationales santé sexuelle. Donc vous pouvez retrouver toutes ces actions sur le site de l'ARS ou sur le site de Promotion Santé Occitanie qui participe activement au pilotage de ces semaines. Voilà. Euh, il n'y a pas de questions a priori. Donc, je vous propose de clôturer là le webinaire. Et puis, merci encore pour votre participation à toutes et à tous. Et à bientôt. Au revoir. Merci.